Bonsoir, je suis Claire Bessac du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir avec mon collègue Stéphane qui est derrière la caméra pour vous faire découvrir une visite exceptionnelle du musée à la lampe de poche. Alors, nous sommes le 8 décembre et c'était une occasion de faire découvrir dans l'obscurité et la lumière en même temps des œuvres que vous n'avez pas l'habitude de voir et en particulier ce porche d'entrée, ce portail roman qui est extraordinaire, c'est le plus beau portail roman de Lyon. Ah. C'est surtout les chapiteaux qui sont passionnants. Regarde en particulier Stéphane, est-ce que tu vois ces petites têtes de félin avec les oreilles pointues et les deux petites pattes de chaque côté? Ce sont les plus beaux chapiteaux de Lyon. Et maintenant je vais ouvrir la porte avec cette grande clé. Elle est magnifique, hein? Et elle pèse très lourd. Pourquoi j'arrive pas au bout? Voilà. Je suis contente d'être avec toi parce que c'est très très sombre. Voilà. Alors regarde cette voûte. On est à la fin du XIIe siècle, il y a déjà une voûte d'arête. Voilà, avec des boudins comme cela. C'est un espace très harmonieux. Et puis il y a un deuxième porche à l'intérieur. Et cette fois, tu vois, il y a comme des petits lobes. Et entre chaque lobe, des petites têtes grimaçantes, sauf au centre. Si tu peux allumer, au centre, tu vois, il y a la colombe du Saint-Esprit qui vient éclairer les fidèles qui passaient. Et puis je voulais te représenter aussi, te montrer aussi un peu le symbole du mal dont il faut se débarrasser en rentrant dans l'église. Un petit animal qui grignote le bas de la colonne. On dirait un peu, il a un peu une tête de chien et il a des petites boules sur le dos. Voilà, il fait mi-dragon, mi-chien, mi-lézard. Voilà. Alors maintenant, je t'emmène parce qu'on va découvrir tout de suite une première œuvre que j'aime beaucoup de Joseph Chinard. Alors c'est une sculpture du XVIIIe siècle qui représente Persée, ce jeune homme vaillant, ce héros qui est en train de délivrer Andromède. Andromède qui devait être dévoré par un monstre marin, et il a juste pu la délivrer à temps. Et alors c'est une sculpture en terre cuite et je voulais te montrer les empreintes de l'artiste. Au passage, la tête de Méduse. Tu vois, avec les serpents, là, oh là là, on la voit bien là. Alors regarde, les empreintes de l'artiste, c'est juste à côté. Voilà, c'est ici. Je ne sais pas si tu arrives à voir là. Ah, les doigts? Oui, on voit quelques traces de doigts. C'est émouvant, hein? Et alors, si tu tournes comme ça, tu vas voir l'ombre. Regarde la délicatesse de du modelé des corps. Alors, quand tu regardes leur ombre et que tu tournes, tu vas voir, on dirait qu'ils se donnent un bisou. Ah, oui, là, Ils sont amoureux, oui, ils sont amoureux. Alors, on va les laisser partir, ils vont partir dans les étoiles puisqu'ils vont devenir des constellations plus tard. Et je voulais te faire voir un espace magnifique qui a été muré au début du XXe siècle et qu'ensuite on a redécouvert. Ce sont des bas-reliefs dorés à leur fin. Il s'agit des fonts baptismaux qui ont été réalisés à la fin du XVIIe siècle. Regarde Saint Jean-Baptiste qui est en train de faire couler délicatement de l'eau du Jourdain sur le Christ avec une coquille. Et le Jourdain va s'écouler dans la vasque. Tu vois, il y a une vasque en façon porphyre un petit peu. Et puis tu as un décor opulent de palmiers. C'est là où on voit qu'on s'approche du XVIIIe parce qu'on aime bien représenter les palmiers. L'Orient déjà. Et tout en haut, la colombe du Saint-Esprit tout en or qui fait descendre une pluie de grâce sur les baptisés. Voilà, merci Claire. Et bien Stéphane, c'est parti. Hein, moi je t'emmène à la découverte du reste donc, de la chapelle. Donc en fait l'église romane dont tu as parlé Claire. Et on découvre ici un espace impressionnant. Voilà, on remarque que c'est très haut de plafond, une grande profondeur. Et ça c'est dû aux agrandissements du XVIIIe siècle. Du coup on a caché les murs du Moyen-Âge sous ces pilastres néoclassiques.
Alors voilà, au passage, on entre dans ce cercle de sculptures néoclassiques, justement, de la même période que le décor ici. Et j'en profite pour te montrer cette belle jeune fille. Et si on approche un peu, tu vas voir qu'à ses pieds, on découvre un serpent qui vient de lui mordre le talon. Voilà, c'est Eurydice qui s'est fait mordre le jour de son mariage par le serpent. Et donc, Orphée va venir la chercher aux enfers. Alors, ce sculpteur, le gendre Hérald, il a également fait la sculpture derrière toi. Tu vas voir, elle est assez impressionnante. Regarde. On a ici Athéna, la déesse Athéna. Alors, il a voulu en fait refaire la déesse antique, la sculpture de la déesse plutôt antique du Parthénon. Alors, on imagine peut-être que les fidèles dans l'Antiquité découvraient la déesse comme on la voit ici, puissante, majestueuse, impressionnante. Ah, il y a une belle ombre là, oui. Il y a beaucoup de serpents encore. Oui, toujours les serpents sur le bouclier finalement ici, qu'elle porte, l'armure qu'elle porte. Voilà, et puis on va arriver devant une sculpture qui est une des favorites des visiteurs du musée. Encore une jeune femme, il y a beaucoup de femmes dans cette chapelle. Alors ici tu as une odalisque. Une odalisque, c'est une femme du harem. Il a peut-être vu au passage qu'elle avait un éventail de plumes. Ah, il est là, je crois, non? Ah oui, voilà. Voilà. Ça, ce sont ses attributs. Elle porte aussi un turban décoré de fleurs. Et donc elle est assise à même le sol, ce qui était assez choquant pour l'époque, et ce qui a beaucoup surpris les visiteurs qui l'ont découvert au salon. Alors ce qui plaît particulièrement, c'est qu'elle se retourne, elle est en plein mouvement, et tu vas voir à la lampe de poche, on arrive bien à voir la courbe du dos. Alors, je ne sais pas comment te le montrer, voilà, on va essayer de faire un effet avec la lumière. On voit bien cette ligne de la colonne vertébrale qui se dévoile ici en caressant, la lumière caresse la statue. D'ailleurs, le marbre permet vraiment de rendre comme si on voyait la peau. Tu as vu que le turban et les cheveux forment une spirale aussi. Donc tout encourage à tourner en fait, à tourner autour comme on vient de le faire. Allez, on continue. Regarde, on va aller vers le chœur. Donc là, on retrouve une belle architecture, assez impressionnant. On voit toutes ces sculptures comme si elles pouvaient s'animer, prendre vie. Sur le côté, tu as le lion de Bari qui semble prêt à bondir sur le serpent. Il est plein de réalisme. D'ailleurs, pour le sculpter, le sculpteur justement était allé au Jardin des Plantes à Paris observer des vrais lions. Donc là, on voit bien tous les détails. Regarde la gueule ouverte. Alors les dents sont cassées. Je ne sais pas si tu peux t'approcher pour qu'on voit ça, puisque là, elle est en plâtre, la sculpture. C'était ce qui a servi, en fait, le modèle qui a servi, si tu veux, pour faire le bronze. Ah, on voit même une griffe, non? Voilà, on voit les griffes un peu cassées aussi. On voit le fil de fer qui sert à maintenir le plâtre. Et puis la fourrure, la crinière. Alors tiens, regarde, on arrive ici sur une des chapelles latérales qui a été rajoutée à l'époque gothique. Donc on voit que c'est toujours ces voûtes d'arêtes ici, avec la fenêtre murée derrière. Et puis je vais t'emmener voir une de mes sculptures préférées, qui est donc une œuvre de Rodin, le sculpteur Rodin. Voilà, regarde, ici on aperçoit la Tentation de Saint-Antoine. Alors là, il va falloir bien observer et peut-être même se déplacer pour retrouver les personnages, puisqu'il y a deux personnages. Le moine qui est allongé, tête contre le sol, et qui embrasse une croix pour résister à la tentation que représente... On voit la croix. Voilà, tu vois la croix ici. Et là, en fait, il est en train d'essayer d'implorer l'aide de Dieu pour résister donc, à la tentation de la jeune femme nue allongée sur son dos. La tentation est symbolisée par une femme. Voilà, c'est toujours un côté un peu misogyne de l'époque aussi. Alors moi, je vais te montrer quelque chose. Rodin, lui, il avait toujours vraiment une belle idée de la mise en scène. Et il avait imaginé pour cette sculpture un socle circulaire qui tournerait pour pouvoir jouer avec l'ombre et la lumière. Ce qu'on va faire, nous, avec la lampe de poche. Regarde, sur la base, par exemple, en jouant avec la lumière, voilà, tu vas voir, on peut bien révéler toutes les aspérités du marbre. Tu vois, les jeux un peu de traces des outils. Ah, c'est très brut, là, par exemple. Voilà, exactement. En fait, il y a 3 niveaux, si tu veux. Il y a le socle qui est assez taillé avec ces belles marques, qui rend la rugosité, comme tu disais. Et puis la robe du moine qui est un peu plus fine, mais on voit quand même les traces des outils dessus. Et enfin, le corps de la jeune femme qui, lui, est complètement poli et lisse.
Voilà, ben là on voit bien là. On voit bien un éclairage décalé. Ah oui, très très. On parle de non finito chez Rodin, donc le non fini, l'inachevé, pour jouer justement sur le contraste. Il y a un effet que je vais te montrer aussi, mais peut-être pas très évident. On va voir si on arrive à le faire. Alors, je prends le portable pour que tu vois bien, fasses bien l'expérience. Regarde un peu l'effet, finalement, on dévoile avec la lampe la translucidité et même la transparence du marbre. On voit apparaître finalement la lumière à travers la matière. On voit la cambrure. Voilà, la belle cambrure du dos. Et puis, on voit la transparence un peu. C'est ça, voilà, c'est transparent, on voit un peu des effets de halo. Et ça, donc Rodin, il y avait pensé en quelque sorte, avec ce socle tournant, révéler donc des effets de transparence, de lumière, de brillance. Hop là. Et alors, on va aller vers le cœur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc on va carrément venir se placer dans le cœur. Et tiens, regarde, tu vois, il y a les sculptures qui forment des ombres sur les murs. Là, on avance vraiment parmi les ombres, dans la nuit, donc c'est assez exceptionnel. Voilà, comme des fantômes. Et on va retrouver un personnage que tu as déjà vu avec Claire, et qui est donc ce héros Persée. Sauf que maintenant, on le voit avant, donc le moment où il délivre Andromède, et là, c'est le moment où il va tuer la Méduse. Alors regarde, on voit cette... Voilà, effectivement, elle est belle. Ce qui est assez rare, hein, souvent, elle est montrée comme une femme monstrueuse. Et là, on la montre comme une belle jeune femme, les courbes, la belle poitrine, etc. Sauf ce visage qui est en train d'hurler de douleur et de peur, peut-être. Alors, si tu regardes bien, on voit que Persée, il a le pied sur son flanc pour la maintenir en place et qu'il tient de sa main la tête, les cheveux, en fait, on imagine, ça va assez mal quand même, il tient les cheveux de Méduse pour éviter qu'elle le regarde et donc qu'elle le transforme en pierre. Donc on voit les serpents qui s'agitent et qui tentent de mordre Persée. Alors, regarde vers les têtes des serpents qui semblent siffler, on imagine bien le bruit. Tu vas me faire peur, c'est ça. Et puis en tournant un peu, on a ce visage quand même assez intéressant de Persée aussi, qui est déterminé finalement, assez sérieux. Voilà, tu regardes ici, on sent qu'il est prêt à aller finalement ici porter le coup fatal. Il porte sur la tête le casque que lui a remis Hadès, donc pour le dieu des enfers. Et puis il a reçu d'autres cadeaux, et notamment les petites chaussures ailées que l'on voit ici, donc par Hermès. Alors, ce qui est fascinant avec cette lumière, c'est qu'on va pouvoir voir les petits détails qu'on ne voit pas en plein jour, notamment au niveau des pieds de Méduse. Regarde, le sculpteur, il a poussé le réalisme jusqu'à rendre les petites rides de la plante des pieds. Alors ici, il n'y aura jamais le meurtre, parce que finalement, si tu regardes un peu plus haut, on voit que la lame est cassée. On a perdu un morceau de la sculpture, donc ça arrive, ça parfois. Le marbre reste quand même fragile. Voilà, on retrouve les ailes, et pareil, il y en a une qui est un peu cassée. Une dernière œuvre? Une dernière, allez, qu'est-ce qu'on va choisir? On a le choix là. On a Tex, on a donc ces grosses sculptures monumentales. Les funérailles ici. Mais peut-être aller voir quand même une œuvre assez monumentale et qui va sûrement faire un bel effet en lumière si je t'emmène dans la chapelle à côté, à gauche. On va découvrir ensemble la montagne de Mayol. Alors voilà ici une sculpture absolument monumentale, c'est vraiment le cas. Mayol, il va chercher à rendre la sérénité finalement par des formes pleines et lisses, ce que l'on voit ici. Voilà, ici on remarque donc la montagne qui se protège du vent avec cette main sur le front. On a les cheveux d'ailleurs qui semblent s'agiter un peu dans le vent. Les formes sont très stylisées. Très stylisées, simplifiées. Il cherchait vraiment à rendre une sorte de pureté de l'art grec, mais avec plus de puissance presque. C'est Odilon Redon qui avait fait un compliment qu'il aimait beaucoup, qui disait que ses œuvres à Mayol étaient sévères et voluptueuses. Et ça plaisait beaucoup à Mayol. Alors si tu vois sa jambe, elle semble prise dans la matière. On va peut-être reculer un peu pour bien voir ça. Regarde, le genou, il s'arrête, hop, on se coupe net, comme si finalement elle n'avait pas fini d'émerger de la pierre. On va essayer quelque chose, je vais peut-être débrancher le micro 2 minutes et se montrer la lumière derrière.
Merci Marielle. Voilà, ben on va s'arrêter là. Merci à toi Stéphane, et puis bonne soirée à tous, et bonne continuation donc, avec Muriel et Florence. Merci.